Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie d'Arthur Monin. Arthur est danseur et acrobate. Il est passionné de sport depuis son plus jeune âge. Il a exploré d'ailleurs plusieurs disciplines avant de tomber amoureux de la capoeira. Cet art qui mêle musique, danse, acrobatie et arts martiaux. Il a rejoint l'école Touma, le tour du monde en galipette, où il a passé 3 ans à se former. Aujourd'hui, il enseigne également la capoeira. Salut Arthur! Salut. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Avant toute chose, comment vas-tu? Eh ben, très bien. Déjà, plaisir partagé. Merci pour ton invitation. Et oui, tout va bien. Merci. Et toi? Eh ben ça va super en ce début d'année 2025. Super. Bon, en tout cas, je suis content de découvrir ton travail et de pouvoir un petit peu faire connaissance avec toi, en tout cas professionnellement, sur ce que tu enseignes, parce que bah, j'ai découvert ton travail via les réseaux, donc c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions un petit peu flash à te poser. Tout d'abord, si tu étais un livre, Alors, un livre, je dirais Le Chevalier à l'armure rouillée si tu étais un de Robert film, Plucher. Un film, je dirais Billy Elliot. si tu étais une époque, Ce serait probablement l'époque de la Renaissance. si tu étais une devise, Deviens ce que tu es. et si tu étais une créature légendaire. Euh, on va dire le Phénix. Ok. Bon, cool. Billy Elliot, c'est un chouette film. J'ai pas rebondi tout de suite dessus, mais c'est vrai. Bon, je l'ai vu moi très jeune aussi, parce que généralement, enfin en tout cas moi dans mon époque, c'était un film qu'on nous passait à l'école dans les cours d'anglais début du collège, tu vois. Donc je l'ai vu finalement assez jeune. Mais ouais, c'est un film qui m'avait bien marqué aussi, hein. Ton amour de la danse, il vient de ton enfance ou pas du tout? Alors non, moi j'ai découvert la danse que plus tard. Mais c'est vrai que pour parler de ce film, pour l'anecdote, moi c'est un film que j'ai vu que c'était un des premiers films, je crois, que j'ai vu quand je suis parti au cinéma tout seul avec un copain d'enfance. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que bah, ce film il m'avait pas mal marqué par rapport à bah, c'est la passion vraiment du personnage en fait qui va avoir un impact sur lui et son entourage. C'est en ce sens-là que Bill Elliott, vraiment, il m'a marqué pendant des années jusqu'à maintenant, en fait. Voilà. Mais sinon, moi, effectivement, la danse, je l'ai rencontrée plus tard. Ouais, j'ai commencé par la capoeira, moi. Donc, Et comment c'était t'en es venu à déjà, la capoeira justement? alors, la capoeira, moi, je l'ai rencontrée, c'était au collège. J'étais au collège, j'avais une quinzaine d'années. Et puis, j'avais ce surveillant qui pratiquait la capoeira. Il faisait des mouvements comme ça dans la cour de la récréation. Il faisait des mouvements et puis il était très très cool. Je le trouvais très vraiment, c'était le mot pour moi, c'était cool et inspirant. Mais c'était pas forcément la façon dont il bougeait de prime abord qui m'impressionnait, c'était son état d'esprit quand il parlait, quand il s'exprimait. Et donc en fait, j'ai associé son mindset, son état d'esprit à l'art de la capoeira. Et donc tout ça associé, les mouvements plus l'état d'esprit, bah, je me suis dit, j'aimerais bien découvrir un peu plus en profondeur ce qu'est cet art, quoi. Et donc c'est là où j'ai commencé, et puis je suis tombé complètement amoureux de cet art. T'as commencé Et avec puis lui ou ailleurs, ou t'as fait le chemin de ton côté? j'ai commencé un peu avec lui, puis après j'avais un autre ami qui avait des cours dans Paris, et par souci de
c'était plus facile pour moi pour me rendre dans ces cours-là. Au niveau, c'était moins loin de chez moi, je pouvais y aller avec mon ami. Son père nous amenait au cours à Paris. Et du coup, j'ai commencé dans cette école-là, qui s'appelait Topazio à l'époque. Et à quel Voilà. moment est-ce que tu te décides à en faire un métier? Parce que du coup, tu as une autre vie professionnelle avant, si je dis pas de bêtises. J'ai cru voir que tu avais été aide-soignant ou que tu es toujours aide-soignant d'ailleurs. À quel moment est-ce que tu te dis la danse, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ça prenne un peu plus de place dans ma vie? Bah, exactement, moi j'étais aide-soignant. Mais quand j'ai découvert la capoeira, en fait, il faut savoir que j'ai rencontré la capoeira à un moment de ma vie un peu particulier, en en pleine crise d'adolescence, si on peut appeler ça comme ça. J'aime pas trop le terme de crise, mais bon, c'est vrai que je remettais beaucoup de choses en question à cette époque-là. Je me posais beaucoup de questions, je me cherchais comme beaucoup d'entre nous à cette période de vie. Et j'étais un peu perdu, je savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Et quand j'ai rencontré, enfin, quand la Capora a croisé mon chemin, que j'ai commencé entraînement après entraînement à m'investir, en fait, tout de suite, j'ai voulu faire que ça, en fait, à temps plein. Je pensais qu'à ça. J'étais vraiment obsédé c'était une passion naissante. J'étais vraiment obsédé par ça. Tout me parlait dedans. C'était aussi une philosophie très humaniste, où je me retrouvais. Quand on est adolescent et en quête d'identité, c'est vrai que c'est assez puissant. C'est le cas de beaucoup d'arts martiaux, mais c'est vrai que la capoeira, c'est très particulier. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Tu peux nous en parler un petit peu plus de la capoeira, en quoi ça consiste pour les personnes qui voient pas trop ou qui imaginent un peu de loin? Oui, bien sûr. Donc la capoeira, c'est un art afro-brésilien, un art martial afro-brésilien, donc qui puise ses racines en Afrique et qui s'est développé au Brésil. En fait, on parle de rituel. Capoeira, c'est avant tout un rituel. La prépondérance on est tout le temps en cercle. Donc, je sais pas si tu as déjà vu des rodas, on appelle ça des rodas de capoeira. Donc voilà, donc dans cette roda, il y a tout le rituel de la capoeira qui s'effectue, donc avec une grosse part musicale, avec à base de percussion. Et donc il y a ce qu'on appelle une batteria, une batterie d'instruments différents de percussion qui vont rythmer du coup ce rythme de la capoeira, qui est le cercle, euh, et qui va du coup rythmer la danse des deux partenaires, qui du coup jouent dans le cercle. On parle de jeu en capoeira, pas de combat. Après, il y a toujours des débats selon les pratiquants, selon les styles et selon les philosophies de chacun et la vision de chacun, ce qui est complexe aussi dans cet art. Mais voilà, on aime parler de jeu, de construire un dialogue entre deux personnes au rythme de la musique. C'est dans un cercle, mais Bon, en fait, tu toujours que deux participants à l'intérieur du cercle qui échangent l'un avec l'autre. c'est ça. Il me semblait Et avoir donc, il y a, entendu que cet art était né parmi les esclaves. Est-ce que ça a impacté la forme que ça a pris? alors, la capoeira qu'on connaît aujourd'hui, elle a subi énormément de mutations. Il faut savoir que la capoeira, elle est née il y a à peu près 500 ans, à l'époque de l'esclavage exactement, où à l'époque du commerce, on envoyait des esclaves d'Angola et d'Afrique directement au Brésil, dans les champs de canne à sucre pour effectuer un travail de main-d'œuvre. Donc c'est né de ça, c'est-à-dire que les, euh, les Africains, les Noirs africains, utilisaient la capoeira et d'autres rites associés. Il y a aussi la samba, il y a aussi beaucoup d'éléments qui s'ajoutent au folklore euh, afro-brésilien et qui vont aussi s'alimenter les uns les autres. Donc c'est né de ça, c'est-à-dire que les Africains étaient loin de chez eux. C'était d'abord aussi dans un souci de se retrouver ensemble, de pouvoir partager euh, quelque chose qui leur fait rappeler le pays.
Et puis au-delà de ça, après, il y a une légende qui s'est créée comme quoi ils ont développé des techniques de défense dans leur danse. Qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de se battre ou de pratiquer sport de défense, de combat. Et donc, ils camouflaient ces gestes on va dire, de self-défense dans la danse et leur rite euh, autour du mouvement. Du coup, on pourrait dire que c'est une forme d'art contestataire. Exactement. Est-ce que tu fais un lien avec le jazz ou pas? Qui est Ah oui, plutôt du coup chez les Afro-Américains pour le coup, donc un peu au-dessus oui, au niveau du continent, mais il y a quand même aussi une approche qui est un petit peu similaire, si je me trompe pas. exactement. Oui, oui, exactement. C'est le même, on va dire, les mêmes mécanismes, processus, comme dans le blues aussi, le jazz, même le gospel. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'extérioriser une souffrance et de s'émanciper aussi en termes de l'âme et de la spiritualité qui va au-delà du corps. Notre condition corporelle et humaine est, euh, est, de- est comme ceci, mais je peux peut-être par certains rites, certaines pratiques, m'émanciper de ce constat. Est-ce que tu dirais que c'est un art, un sport? Est-ce que c'est les deux? Alors moi, je la définis comme un art. Et pour moi, il faut savoir qu'il n'y a pas. Je trouve aussi que le sport et l'art sont liés. Dans mon cas, en tant qu'acrobate, voilà, c'est vraiment. Je suis d'abord sportif avant d'être artiste. Tu vois ce que je veux dire? Pas totalement, je veux bien que tu développes un petit peu. C'est-à-dire que si je comprends, en tout cas de ce que je comprends de ce que tu dis là, c'est que quelque part, il y a une notion peut-être de technicité avant de création artistique, c'est ça ou pas du tout? C'est ça. Je pense qu'il y a une base à avoir en termes corporels, surtout quand ça travaille avec le corps, donc quand ça touche au corps. Avant d'arriver à l'art, il y a tout un procédé, un processus corporel, physique. Par exemple, quand je viens, mes premiers cours de capoeira, c'était vraiment basique. Je pouvais pas forcément m'exprimer dans la ronde parce que j'avais pas le bagage nécessaire. Donc, il n'y avait pas d'art puisque je pouvais pas exprimer mon corps comme je le voulais. C'est après avoir voilà, expérimenté certaines positions avec mon corps, certaines façons de me mouvoir dans l'espace par rapport à quelqu'un, avec la musique, dans un écosystème, qui fait que là, je vais vraiment pouvoir voilà, m'exprimer. Ouais. Mais Est-ce pour que ça, tu il faut dirais, voilà, que j'ai travaillé mes muscles, que j'ai travaillé, que je comprenne un petit peu quel mouvement s'accorde avec un autre, qu'est-ce qui s'enchaîne pas, toutes ces choses-là. est-ce que tu dirais du coup que l'art est une finalité? Est-ce que c'est une... Enfin, vu que c'est une résultante de tout ça, est-ce que ce serait une finalité à atteindre ou est-ce que quelque part c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher? Hum, je pense que c'est pas non plus une finalité. Ça peut l'être à un moment, enfin, ça peut être un objectif, mais c'est infini. Bah, en tout cas, on se rend compte, c'est aussi le chemin que j'ai expérimenté, c'est-à-dire que ça pouvait être un objectif. Une fois atteint, on se rend compte que finalement, il y a pas de finalité, il n'y a pas de fin, et que finalement, bah, ouais, c'est infini. Ça s'arrête jamais. Toi qui aujourd'hui donnes des cours de capoeira à des amateurs, à des personnes qui découvrent, comment est-ce que tu t'y prends? Parce que moi, c'est une expérience que je fais souvent dans le théâtre, c'est que on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de personnes qui sont sur la découverte d'une discipline que vis-à-vis de personnes qui veulent la pratiquer de manière un petit peu plus approfondie. Et puis surtout, pour le public lui-même, ils vont pas vouloir les mêmes choses. Et donc, il y a peut-être aussi une forme de divertissement, de passer un bon moment qui est compliqué à atteindre si on est dans des questions un petit peu trop techniques. Comment est-ce que toi, tu trouves le juste milieu dans ton travail? Tu vois ce que je veux dire déjà ou pas? Oui, très bien. Hmm. Et
c'est très intéressant, justement. C'est aussi tout l'objet de mon travail, c'est-à-dire de rendre aussi accessible. Parce que c'est vrai que la capoeira, c'est vite, c'est, voilà, ça peut être difficile pour le corps au départ. Et tout l'enjeu, c'est aussi de pouvoir accrocher les amateurs et de les faire passer un bon moment. Euh, mais en fait, c'est pas non plus si justement, c'est là où je veux démystifier aussi l'art, la capoeira, et ça peut être dans tout, en fait, dans toute pratique. Je donne aussi des cours de cirque et c'est la même chose. Le- les cours que je fais pour les amateurs et pour les gens qui sont là pour le loisir, ce qui représente 80% des gens, je vais être moins exigeant, mais finalement, ça va être plus ou moins la même chose, juste amené de façon différente. Euh, et peut-être avec moins d'intensité, et peut-être avec plus de temps, plus de patience. Mais finalement, c'est plus ou moins la même chose, et on va peut-être être moins dans l'attente d'un résultat, on va être plus juste dans un processus, de prendre plaisir dans le processus. Et finalement, je trouve aussi, je fais un lien entre amateur et professionnel, je trouve que finalement, les approches sont pas si différentes. Quand on pousse, euh, quand on pousse une discipline à l'extrême, on se rend compte que bah, peut-être que des fois aussi, on y a perdu des ailes, on y a perdu pas mal de choses qui sont peut-être pas forcément nécessaires. On profite pas forcément assez du processus, de prendre, d'être vraiment dans l'instant, de profiter de chaque entraînement, de chaque. On est souvent, c'est vrai, focalisé vers le résultat, ce que je vois beaucoup. Est-ce que le fait d'avoir exporté cette pratique, qui du coup vient du Brésil et donc est née aussi dans les conditions dont on a parlé juste avant, l'a fait évoluer, l'a fait changer? Si oui, comment? Et j'ai même envie de te demander, est-ce que c'est regrettable ou est-ce que au contraire, ça valait le coup que ça change un petit peu? Tu veux dire par rapport à ce qu'elle était auparavant? Ouais, par Si elle exemple, a été si je dénaturée? fais un parallèle avec le yoga qui vient d'Inde, bah, du coup, en le faisant arriver en Europe, notamment en France, on l'a un petit peu bousculé dans ce qu'il était au départ, Ouais, on l'a un petit peu changé, on l'a un petit peu transposé à la sauce occidentale. Est-ce que il en est de même pour la capoeira? ah, c'est intéressant comme question. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par le fait que la capoeira a subi des mutations, c'est que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la capoeira, ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'elle était à l'époque n'a rien à voir avec la forme qu'elle a aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas autant de mouvements, peut-être pas d'acrobatie du tout. C'était vraiment une forme, c'était pas aussi développé. C'était plus vraiment. D'ailleurs, elle s'appelait pas capoeira, c'est ce que l'homme a appelé aujourd'hui capoeira. Tous ces changements. Elle n'a fait que changer au fur et à mesure du temps, et comme beaucoup de choses d'ailleurs. Donc après, c'est toujours la question, est-ce que ça l'a dénaturé ou pas? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il faut faire évoluer les pratiques, qu'il faut pas non plus euh, oublier d'où elles viennent, d'occulter leurs racines. Clairement pas. Est-ce que ça s'est institutionnalisé avec le temps? Alors non, non, non. Il n'y a pas de fédération justement de capoeira comme au judo ou dans les autres arts martiaux. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Justement aussi peut-être par souci peut-être que justement la communauté brésilienne n'en a pas voulu non plus qu'elle se dénature trop. Du coup, elle est vraiment exemptée de système. Elle n'est pas implémentée. Il n'y a pas de fédération de capoeira, même si aujourd'hui il y a des compétitions qui existent. C'est des compétitions voilà, chaque groupe va peut-être organiser sa compétition. Il y a rien de vraiment institutionnalisé.
Et du coup, ces mouvements qui sont venus s'ajouter au fil du temps, ils sont venus comment? C'est des pratiquants qui, à force de les faire, les ont fait rentrer dans la pratique. Comment est-ce que ça s'est... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est validé, entre guillemets, dans la capoeira ou ne l'est pas? Et comment est-ce que des nouveaux mouvements peuvent arriver au fil du temps? Ça, c'est très intéressant. En fait, on ne sait pas. Il y a des mouvements, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il y a des mouvements dits de capoeira. Il y en a certains qui ont été croisés avec les mouvements du cirque, les mouvements, si vous voulez. En fait, il y a vraiment une mixité des arts. Et on sait, au final, il y a certains mouvements, on ne sait pas leur provenance exacte. Après, les choses avec la capoeira aussi, c'est que c'est très, c'est un peu comme du téléphone arabe aussi. Il n'y a pas vraiment d'écrit, il n'y a pas vraiment de, il y a des écrits, mais qui restent assez, on n'en a pas énormément. C'est beaucoup une culture qui se, qui s'exporte avec la parole. Donc c'est vraiment, un tel a dit, un tel a dit. C'est compliqué vraiment de connaître souvent la nature vraiment exacte de, de certaines choses, de certains mouvements. Donc je pourrais pas forcément répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a des termes de mouvements acrobatiques, par exemple, comme le macaco, qui sont des mouvements qui ont été actés, qui provenaient de la capoeira, qui sont utilisés après dans le cirque, dans la danse, aujourd'hui, dans plusieurs autres arts. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que la capoeira a pu puiser dans des mouvements de cirque, d'acrobates. Euh, je pense voilà, la capoeira aussi, c'est très métissé. Ça veut dire que ça a une racine africaine, mais dans toute l'histoire de la capoeira, comme elle a beaucoup voyagé et que les hommes ont beaucoup voyagé, et il y a même des termes arabes dans la capoeira. C'est-à-dire l'abada, le pantalon qu'on utilise, le pantalon blanc qu'on utilise dans le rite de la capoeira, il s'appelle abada. Abada n'est pas un mot portugais ou d'origine africaine, c'est un mot arabe. On ne sait pas pourquoi, mais certainement que bah voilà, avec les voyageurs, avec euh, tout ce que la capoeira a pu croiser, elle s'est enrichie de plusieurs cultures, euh, des Noirs, des Blancs, des Arabes, de toute l'humanité finalement. C'est en ça qu'aussi la capoeira est belle, c'est elle a puisé, elle s'est enrichie par l'humain en fait, et par les divergences de culture du fait du voyage. Est-ce que toi, par exemple, aujourd'hui, tu pourrais être légitime? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui se fait, que toi, tu rajoutes des mouvements dans la capoeira? Puisque du coup, il y a plein de mouvements qui sont apparus au fil du temps. Qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, un pratiquant pourrait pas continuer de faire évoluer la pratique et rajouter des mouvements? Ouais, ben ça, la question de la légitimité, ouais, c'est intéressant. Je me pose la question des fois, mais c'est vrai que en tant que non-brésilien, ça serait compliqué pour moi ouais, de revendiquer certaines choses. Il y a quand même, pour moi, on pourrait appeler ça de l'appropriation culturelle. Pas si j'étais si j'étais brésilien ou d'origine brésilienne, parce que j'aurais plus la légitimité dans certaines. Après, c'est dans des visions et dans des têtes de certaines personnes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une communauté dans la capoeira, elle est quand même elle est brésilienne. Donc cette communauté brésilienne parle très très fort et c'est normal. Donc c'est vrai que moi, en tant que blanc français euh, de bonnes conditions, c'est vrai que ça serait compliqué de pouvoir changer les choses. Il y a même un débat, enfin, il y a même une petite guerre un peu au Brésil entre blancs et noirs qui pratiquent la capoeira. En ça, c'est très compliqué. Après, là, on outrepasse la pratique et la philosophie, tout ça, c'est des choses un peu plus politiques et ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que moi, ça serait compliqué d'inventer, ou alors je devrais pas l'appeler capoeira. Je devrais l'appeler autre chose. Ce que certains ont fait aussi.
Ouais. Mais c'est là où c'est un peu ambivalent parce que du coup, si c'est pas institutionnalisé, quelque part, ça appartient à tout le monde. Et donc, si tu me dis que Exactement. quand même c'est compliqué de le faire évoluer, déjà ça pose des questions qui vont bien au-delà, à savoir est-ce qu'un art qui n'évolue pas est toujours un art vivant? Et puis si oui, si on peut pas le faire évoluer, ça veut dire quand même qu'il y a une forme d'institutionnalisation, même si elle est au profit d'un petit groupe de personnes, en l'occurrence au Brésil, qui se tapent dessus. Peut-être même, enfin, tu vois, est-ce qu'on peut pas parler aussi, après, là, je rentre aussi peut-être dans des conceptions philosophiques, mais est-ce qu'on peut pas parler d'appropriation culturelle dès lors que un art comme le jazz ou comme la capoeira, qui sont des arts populaires, bah, se font pratiquer effectivement par des personnes qui viennent de catégories sociales un peu plus élevées? Est-ce que, même si elles sont brésiliennes, est-ce que le fait que des bourgeois brésiliens pratiquent la capoeira, est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle, tu vois? Donc c'est Ça, aussi des questions exactement. qu'on pourrait se poser et qui seraient C'est intéressantes de définir parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'il y a très peu de gens, en fait, un nombre très limité de personnes qui peuvent faire évoluer une discipline artistique. c'est ça. C'est très intéressant, ce que tu soulignes. Et c'est tout le problème qu'on peut avoir justement quand bah, quelqu'un comme moi qui a poussé un peu l'art, son art, qui se retrouve à un espèce de plateau de verre où il y a des choses que je peux pas faire, des choses que je peux pas chanter parce que je suis blanc. Bon, après voilà, c'est compliqué. Est-ce que depuis la capoeira, il y a d'autres arts ou d'autres disciplines qui sont venus nourrir ta pratique, qui sont venus enrichir le panel de ce que tu fais? Ah oui, exactement. Moi après j'ai découvert le cirque et la danse. C'est-à-dire que la capoeira a vraiment ouvert les vannes, on va dire. Et puis après, j'ai voulu aussi découvrir d'autres approches, toujours dans le mouvement, mais d'autres horizons. J'aimais beaucoup moi les acrobaties. Ce qui m'a vraiment capté au départ avec la capoeira aussi, c'est les acrobaties pour beaucoup. Et j'ai voulu développer cet aspect-là. Euh, et c'est là où bah, j'ai décidé voilà, d'explorer un peu le monde du cirque, des circassiens et des acrobates. C'est là où j'ai rencontré un très bon acrobate français à Paris qui s'appelle Ahmed Saïd, qui du coup a créé une école, l'école Touma, du Tour du Monde en Galipette, que j'ai voulu rejoindre et que j'ai rejoint par la suite. Et je me suis formé avec lui pendant 3 ans pour voilà par souci de progression technique, un petit peu nettoyer les acrobaties que j'avais. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que en plus de ton travail d'enseignant, est-ce que tu crées aussi, est-ce que tu as des temps de création, des spectacles dans lesquels tu participes? Est-ce qu'en tout cas, tu as une vision artistique sur le long terme? Oui. Alors j'ai créé un numéro d'acrodance, donc un petit numéro qui mêle acrobatie et danse sur une musique. Et je travaille actuellement dans une compagnie qui s'appelle Remue Ménage. Donc c'est une compagnie de cirque, danse, de rue. Voilà. Et sinon, oui, j'ai quelques petites créations à droite à gauche avec des collègues. On travaille là-dessus. Et aussi peut-être un autre solo en tête. Est-ce que tu Voilà. abordes du coup dans tes créations tout ce qui va être de l'ordre des émotions qu'on pourrait avoir par exemple un peu plus dans un travail théâtral? Est-ce que ça fait partie de ton travail? Peut-être même aller, on va aller plus loin, de création de personnages. Est-ce que c'est des Oui, choses tout à qui fait. pourraient t'intéresser ou pas? Oui, tout à fait, oui, de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Et comment tu les intègres du coup? Comment j'intègre l'émotion dans mes numéros, par exemple? Ouais, enfin, ou pas l'émotion que toi tu ressens, mais du coup, plus l'émotion que tu voudrais faire ressentir à un spectateur. Comment est-ce que tu intègres la notion de personnage? Comment est-ce que tu joues avec ça, avec ce côté très théâtral? Ouais. Moi, je mets beaucoup de la musique. Je mets beaucoup de la musique et des inspirations que je peux avoir. Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être un thème qui me touche. Voilà, je mets de ça, de ce support pour pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai ajouté à ça mon bagage technique avec des mouvements ou des fois seulement juste une présence, juste essayer d'être dans la justesse avec la musique, par exemple, choses comme ça. Tu travailles du coup plutôt seul, plutôt en collectif?
Alors, je fais les deux, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise quand je suis seul, en général. Mais je travaille aussi en équipe. Qu'est-ce qui fait que tu es plus à l'aise quand tu es seul? J'ai l'impression d'être plus créatif quand je suis seul face à moi-même. Après, c'est peut-être pour des raisons personnelles. Peut-être qu'il y a des choses enfouies que j'ai envie de retranscrire, de transmettre, que je ne peux pas forcément faire ou que je peux pas forcément transmettre quand je suis en groupe. Quand on est en groupe, on est soumis à la volonté d'un metteur en scène ou de quelqu'un qui veut créer son, son spectacle. Quand on est seul, c'est ses créations personnelles. Donc, et je trouve aussi que l'aboutissement d'un artiste, c'est d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer au monde. Donc, ça passe par un travail d'introspection, quelque chose d'assez personnel finalement, qu'il veut partager au monde. Voilà, Quel, c'est ma vie. comment ça se goupille au quotidien? Parce que tout à l'heure, on parlait de la technicité qui est nécessaire avant de parvenir à créer quelque chose qui soit de l'ordre de l'artistique, de toute cette phase en fait que tu as appelé sport. En gros, si je peux reformuler ma question autrement, c'est est-ce que du coup, tu as des phases d'entraînement où tu vas plutôt bosser sur des choses très techniques, des mouvements que tu veux réussir et des phases plus artistiques où là tu vas te lâcher, tu vas créer. Est-ce que tu imbriques les deux à chaque fois? Comment est-ce que ça se goupille au quotidien? Ça dépend. Ça dépend. Souvent, je fais quand même les deux. Je suis beaucoup dans la technique. J'ai quelques, quelques fois des temps de création, mais je fais toujours un peu de technique quand même à côté. J'ai du mal à me détacher vraiment ouais, du travail technique, routinier, voilà. Mais oui, j'ai des parties où je vais plus être dans la création et dans la réflexion. Est-ce que tu as des objectifs en termes physiques ou en termes artistiques que tu aimerais atteindre prochainement? Alors aujourd'hui, j'ai plus vraiment d'objectif particulier. Mon objectif, si je dois avoir un objectif, ça serait de pouvoir conserver un maximum mon bagage technique le plus longtemps possible en fait. Après, j'ai plus, je l'étais comme ça avant d'avoir vraiment coûte que coûte, il fallait que j'ai tel ou tel mouvement ou telle qualité. Euh, c'est c'est- c'est plus d'actualité. J'ai changé en fait en ça, c'est-à-dire que bah je continue à m'entraîner, je continue à parcourir les chemins de mon corps, mais je me fixe plus voilà, de deadline, d'objectif. C'est vraiment quelque chose qui est devenu du quotidien et c'est devenu un mode de vie, en fait. Je réfléchis plus et voilà, c'est devenu partie intégrante de ma vie, quoi. Je m'entraîne, je crée, j'explore, j'essaye de plus en plus de découvrir de nouvelles choses aussi, nouvelles pratiques. Je trouve que ça, c'est important de faire des nouvelles choses. Quelles Ça sont les vient nouvelles alimenter pratiques, aussi par exemple, ce qui qu'on développe. t'intéressent? Alors, les bah, par exemple, je me suis mis à l'escalade il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis mis et j'adore ça. C'est vraiment super. Et c'est une autre approche. Et on voit des similitudes. Ce qui est intéressant quand on a déjà un bagage technique corporel et une certaine capacité physique, c'est de trouver un nouveau sport ou une nouvelle pratique, de trouver des similitudes. C'est ça qui me, je trouve ça super intéressant. Finalement, on se rend compte que bah il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Il y a des chemins qu'on reconnaît. On dit, ah, mais je suis déjà passé par là, mais dans un autre contexte, par exemple. Est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, des humains, de la société en général? Waouh, quelque chose que j'ai compris. Bah, je comprends que aujourd'hui, le constat que moi je fais, c'est que on revient toujours à la base et que j'ai l'impression que dans beaucoup de chemins de vie, on va faire un détour énorme pour chercher, pour être en quête de je ne sais quoi, et qu'au final, on se rend compte qu'on a fait le tour et que finalement, on est au point initial. C'est déroutant.
C'est-à-dire que tout ce chemin, finalement, il sert peut-être à comprendre l'état dans lequel on était avant, mais finalement, il n'y a rien vraiment qu'à changer. C'est juste la conception et la perception qu'on se fait des choses. Donc oui, s'il y a une chose, je peux dire que j'ai peut-être comprise, ou je suis toujours en train de l'assimiler, c'est ça, c'est que tout est une question de perception finalement. Je peux faire quelque chose parce que d'abord j'y crois. C'est ça, c'est on crée vraiment sa réalité. J'ai l'impression. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci Arthur et à bientôt. Merci Alex, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.